Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter les deux dernières parutions de la revue Magma, Art versus Société, un projet éditorial dirigé par Hervé Fischer et conçu sur trois thèmes. Soumission ou divergence et l'art doit changer le monde sont respectivement les titres des deux premiers numéros publiés. Vous allez trouver dans la description de cette vidéo les liens aux deux sommaires et aux articles en ligne, édités en libre accès gratuit sur le site web de la revue Magma. Bonjour Hervé. Bonjour Horacio. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de t'accueillir et de nous retrouver sur la chaîne YouTube de Magma. Art versus Société, c'est une publication exceptionnelle. Des numéros sont actuellement en ligne et j'informe nos lectrices et nos lecteurs que bientôt va paraître un troisième numéro. Il s'agit d'un projet éditorial intimement lié à ton expérience d'artiste multimédia et philosophe de l'art sociologique. Sous le titre d'Art versus Société, tu as réuni une soixantaine d'artistes, historiens et sociologues de l'art, philosophes et écrivains d'une vingtaine de pays engagés dans des démarches personnelles ou dans des projets collectifs qui s'interrogent sur les rapports entre l'art et la société dans leurs différentes cultures. L'art et la société sont ainsi au cœur d'une publication que je suis heureux soit diffusée par Magma à un plus grand nombre de personnes. Peux-tu nous esquisser, nous donner les grandes lignes de ces trois numéros riches en contributions, expériences et réflexions? Quelle est ta vision de ce projet éditorial et l'idée artistique et philosophique principale suivant l'esprit de cette publication? C'est un plaisir, Horacio, pour moi aussi de parler avec toi aujourd'hui entre la Sicile et le Québec. Tu peux voir que derrière moi que la neige vient de fondre. Le printemps qui nous fait revivre chaque année est là, presque là, parce qu'il a encore neigé hier. Et c'est ici que je vis la plupart du temps, dans le bois au bord d'un petit lac. Donc on est loin de la ville et de la sociologie, mais c'est une manière pour moi de travailler, de réfléchir sur ces enjeux sociologiques, mais en même temps philosophiques, éthiques et existentiels qui concernent les artistes. Ça fait maintenant, nous sommes en 2021, ça fait maintenant 50 ans. Je remonte à 71. Ça fait 50 ans que j'ai lancé cette idée d'art sociologique à Paris où je vivais à l'époque. Et au fil des années, j'ai développé des relations avec beaucoup d'artistes à travers le monde qui avaient chacun dans leur contexte des préoccupations sociologiques qu'on peut décliner diversement. Certains avaient ont une approche, parce que heureusement, ils sont presque encore tous vivants, presque. Bon, mais certains ont une approche qu'on aurait appelée plus conceptuelle, d'autres plus politiques, d'autres plus individuelles dans le sens d'une rébellion, dans cette idée que l'artiste, justement, c'est l'homme qui est libre par rapport à toutes les contraintes de la société. Donc, d'une certaine manière, c'est un panorama très international des 5 continents que j'ai voulu réunir avec ton aide, grâce à la publication dans la revue Magma, grâce à ton invitation, et d'une façon un peu exceptionnelle, en 3 numéros successifs. Tu m'as ouvert généreusement cette possibilité que j'apprécie beaucoup. Effectivement, ce sont une soixantaine d'artistes, comme tu l'as mentionné, d'historiens d'art, de philosophes, qui témoignent dans leur contexte. Ce contexte peut être celui de pays qui ont été dictatoriaux. Par exemple, mes amis d'Amérique latine ou mes amis d'Europe centrale à l'époque du communisme, les époques où je les ai connus, j'ai gardé le contact avec eux et aujourd'hui, ils ont cette mémoire douloureuse et en même temps cette nouvelle situation d'expression libre
Donc ce sont des gens qui ont des biographies complexes, très riches historiquement, et qui ont parfois survécu dans des situations difficiles, qui ont fait de la prison. Clemente Padin en Uruguay, par exemple, a fait pas mal d'années de prison. D'autres ont été clandestins. Donc cette relation art versus société est très diverse. Et je parle toujours d'art sociologique, je reste à ce terme qui est générique parce qu'au fond, il s'agit du questionnement de la société avec la pratique artistique, pédagogique, interrogative, engagée, clandestine, de survie, ou bien qu'on peut approfondir librement, comme j'ai pu le faire, moi, en étant en France. Alors, certaines de ces démarches ont porté des noms différents, mais d'une manière générale, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, après ces 50 années de pratique artistique et de relations d'amitié avec tous ces artistes, ou cette découverte d'artistes de la nouvelle génération que j'ai appris à connaître, ce qui me fait plaisir, c'est de prendre conscience que, disons, on va dire, parallèlement au marché de l'art contemporain, qui est un marché financier, mondialiste, spéculatif, totalement haïssable, que je déteste et qui nous rend otages parce que ce marché spéculatif financier qui sert à du blanchiment d'argent, qui sert à des glorioles de riches indiens ou arabes ou peu importe le pays pour se faire valoir. Bon, parallèlement à ce triomphe de l'art du capitalisme, c'est-à-dire un art qui sert le capitalisme comme il a servi le communisme, comme il a servi l'Église. Aujourd'hui, il y a quand même un art qui est une tentative de questionner, de critiquer, une tentative qui est restée marginale, mais qui est tentative d'essayer de faire fonctionner l'art dans sa fonction critique. Cette fonction critique est récente. L'art n'était pas critique à l'époque de l'animisme des sociétés premières, il était magique. L'art n'était pas critique dans l'Occident chrétien. Il servait les papes, les rois, les évêques, les princes, les riches. L'art du capitalisme n'est pas critique par rapport au capitalisme, précisément dans ce marché spéculatif actuel. Mais ce sont des artistes que nous présentons dans ces 3 numéros de Magma qui ont tenu une position critique. Et il faut voir d'une façon globale dans l'ensemble ce positionnement, parce que c'est très important. Moi, je me sens le contraire de Jeff Koons. Jeff Koons, par exemple, pour moi, c'est la caricature du trader, du courtier de Wall Street, qui décide d'utiliser l'art comme une légitimation du système de l'économie néolibérale, financière, le capitalisme de casino, et qui réussit très bien et qui est applaudi par les grands marchands. Et au contraire, dans l'art sociologique, il y a cette idée de garder cette position philosophique, éthique, critique, pas nécessairement partisane, de s'engager avec un parti politique ou un autre, comme à l'époque du capitalisme. On a eu en Europe beaucoup d'artistes qui ont été des militants communistes. Je respecte cela, mais ce n'est pas l'idée de l'art sociologique. L'art sociologique, c'est une démarche de questionnement, c'est une esthétique interrogative. Et elle est déclinée par cette soixantaine d'artistes, femmes et hommes, que j'ai pu réunir avec toi dans cette revue. Elle est déclinée diversement. Parce que c'est pas un panorama, c'est un panorama planétaire d'artistes qui sont aussi bien d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, de Chine, d'Afrique du Sud, de la République du Congo, du Soudan, de Russie, d'Iran, mais aussi bien sûr beaucoup d'entre eux
de l'Amérique du Sud, du Nord, et puis de l'Europe. Mais donc, il faut respecter cette diversité de conscience artistique planétaire. Il y a beaucoup de conscience planétaire. Et la richesse de cette diversité est pour moi fondamentale. Il ne s'agit pas du tout de présenter un art planétaire. Il ne s'agit pas du tout de présenter une démarche uniformisatrice de cette critique sociale. Chacune s'inscrit dans son contexte nécessairement local. Voilà le mot de général que je voulais mentionner par rapport à cet événement de cette soixantaine d'artistes qui ne se connaissent pas toujours entre eux, mais qui se retrouvent sur cette plateforme de la revue Magma grâce à toi. Je voudrais à cet égard t'exhorter à développer les concepts que toi-même tu as formulés au début des années 70. L'art sociologique qui va de pair avec la notion de divergence, ces intuitions ont façonné tes pratiques artistiques, privilégiant des collectifs, tout en caractérisant l'œuvre d'art comme un moyen ayant pour mission de nous interroger et de nous adresser à l'autre, aux individus, aux communautés. L'œuvre d'art n'est plus ainsi un simple objet, elle est partie prenante d'une pédagogie. Une pédagogie qui nous invite à choisir un autre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Une divergence donc qu'il faut construire et partager davantage au sein de notre vie quotidienne, entraînant la nécessité de changer de vision, de nous soustraire au piège d'un dogmatisme nuisible, d'éprouver, d'expérimenter un respect sensible, empathique et éthique pour l'autre et notre humanité commune. Oui, chaque artiste est un reflet d'une société. À l'époque du structuralisme, du marxisme structuraliste, à l'époque du post-modernisme, on a beaucoup dit, et cela au nom d'une sociologie ou d'une anthropologie structuraliste, on a beaucoup dit que l'homme l'individu n'est que le reflet d'une structure de mythes avec Lévi-Strauss, d'échanges de mythes, d'un reflet des structures économiques. On a beaucoup détruit la notion d'homme individuel. Moi, je suis né à cette génération-là dans mes études. J'ai dû subir l'époque asphyxiante de Lévi-Strauss, de Althusser, de Derrida, de Michel Foucault. Et en fait, un artiste sociologique, c'est d'abord et avant tout un homme, une femme qui est en vibration avec son contexte sociologique d'une façon très individuelle, d'une façon très existentielle, qui est dans une vibration personnelle d'acceptation ou de rébellion ou de pédagogie. Donc, le paradoxe de l'art sociologique, c'est que ce sont des démarches extrêmement individuelles, individualistes, rebelles, éventuellement même thérapeutiques pour quelqu'un comme moi qui me suis risqué, comme beaucoup d'autres, malgré ma timidité naturelle, dans des situations publiques, de faire des performances sur des places de grandes villes ou dans un milieu rural avec des publics qui ne sont pas des publics de galeries d'art ou de musées, qui sont les gens normaux qu'on rencontre dans la vraie vie. Donc, c'est une expérience très personnelle, paradoxalement, toujours, que l'art sociologique. Et c'est une expérience qui peut souvent être rédemptrice, dans la mesure où l'artiste, qui souffre de sa condition sociale, on va dire, ou sociologique, d'une manière ou d'une autre, d'une manière très économique ou existentielle ou métaphysique, mais ce sont donc des artistes qui ont tous été, je peux en témoigner sans doute par les propres difficultés de mon itinéraire, mais par les témoignages de tous ces artistes-là, ils ont vécu cette relation à la société d'une façon souffrante.
et ils ont tenu bon dans une démarche qui n'était pas une démarche violente, qui n'était pas une démarche dogmatique, qui était une démarche pédagogique dans beaucoup de cas. Moi, je parle d'une sorte d'esthétique interrogative. Par exemple, des artistes qui, dans les années 70, après mai 68, c'était un mouvement très fort, intervenaient dans des performances sociologiques dans la rue, dans un village, sur les médias, et qui invitaient ce qu'on appelle entre guillemets le public à être créatif, à participer, à répondre à des questions, non seulement qui suis-je, mais comment est-ce que je vois le futur, comment est-ce qu'on peut changer la société. Donc, il y a une complexité dans ces démarches-là qu'il ne faut jamais oublier. Et il me semble que les réponses d'un artiste qui est confronté à l'apartheid en Afrique du Sud, ou d'un artiste qui est confronté à des sociétés de conflits ethniques en Afrique noire, ou un artiste qui est confronté à une dictature militaire au Chili ou en Argentine, ou qui vit dans le milieu nord-américain de confort matériel, ce sont autant de facettes de ce kaléidoscope planétaire. Et il faut lire chacun de ces articles d'un point de vue sociologique pour sa diversité de contextes, mais aussi du point de vue de l'itinéraire de chaque artiste qui a osé, au lieu de se mettre dans le système marchand, commercial, de vente d'œuvres d'art. Bon, en fait, pour moi, on ne peut pas vendre pour vivre si on est un artiste sociologique. On n'est pas sur cette planète-là. On essaye de survivre par un second métier, mais on ne peut pas s'intégrer dans un système commercial, capitaliste, qui nous réduit à des jetons de caisse. Un autre élément de réflexion tient au fait que nous allons retrouver, comme tu as dit, une confluence dans les projets éditoriaux art versus société et qui est présente aussi dans ta pratique artistique et dans ta pensée. Une confluence donc entre l'émergence d'un collectif planétaire, une conscience artistique partagée à l'échelle de la planète et représentée par les réseaux des auteurs ayant contribué à cette publication. Et l'émergence d'une conscience augmentée, catalysée par la puissance des médias numériques et partagée aussi au niveau planétaire et dont tu soulignes la responsabilité créatrice et éthique qu'en résulte. Peux-tu préciser, expliciter à nos lectrices et lecteurs ces idées qui te sont chères? Nous sommes aujourd'hui dans un environnement numérique. C'est un moyen extraordinaire de passer à travers la pandémie par rapport au confinement. C'était avant une commodité supplémentaire. Aujourd'hui, nous voyons que nous en sommes complètement dépendants et cela me permet de parler aujourd'hui avec toi à Catane, hier avec des amis à Durban en Afrique du Sud ou à Cordoba en Argentine ou avec Hidehiro au Japon. C'est tout à fait extraordinaire ce nouveau contexte. Cet écosystème numérique, on peut bien l'appeler comme ça, a une puissance incroyable et transforme notre conscience. Le fait que non seulement je peux parler avec toi à Catane, mais que j'ai pu voir en temps réel l'assassinat de George Floyd par un policier aux États-Unis,
que j'ai pu voir en temps réel les suprématistes blancs et les complotistes américains essayer de faire le coup d'État au Capitole organisé par le président Trump lui-même, ce sont des prises de conscience incroyables. J'ai encore pu voir hier les bandes vidéo de smartphones de l'assassinat dans le dos d'un noir par un policier américain, et même un policier qui a tiré sur un noir prenant le téléphone que ce noir tenait à l'oreille, le prenant pour un pistolet et lui tirant dessus. Donc nous sommes vraiment, là ça devient surréaliste, nous sommes vraiment surréalistes mais dans le sens du cauchemar. Nous sommes dans cette nouvelle conscience planétaire que j'appelle augmentée parce qu'elle est en temps réel à l'échelle de la planète. Si demain il y a un éboulement de terrain dans un bidonville de Rio de Janeiro, ou bien un incendie en Australie, ou bien un assassinat au Myanmar, il y a toujours l'œil du smartphone qui le voit, qui en témoigne à l'échelle planétaire. Donc c'est une révolution anthropologique. Et c'est pour ça que je parle d'une conscience planétaire et même d'une condition planétaire qui, pour moi, succède à la condition postmoderne de Lyotard. Et il me semble que cela crée non seulement une information, une conscience planétaire augmentée, mais aussi une émotion, un sentiment d'indignation ou de solidarité avec l'autre, avec des gens que je ne connais pas, avec des Noirs qui manifestent aux États-Unis Black Lives Matter. Et ce sont des drames naturels ou des drames humains qui occupent tous les jours maintenant notre conscience. Quand l'Etna à Catane couvre de fumée ta ville, ta maison, je le sais, presque en même temps que toi. C'est vraiment sociologiquement, ou je dirais même anthropologiquement, un phénomène tout à fait nouveau. Et nous prenons conscience de notre responsabilité par rapport à l'humanité tout entière, mais aussi par rapport à la planète. La planète, aujourd'hui, ça n'est plus le centre du monde autour duquel tourne le Soleil. Ce n'est même plus une Terre qui tourne sur elle-même, autour du Soleil elle-même. Ce n'est plus, disent les anthropocènes, qu'une petite zone critique, une mince couche d'atmosphère et de substrat vivant qui est menacée, qui est en voie d'extinction à cause de notre manque de respect par rapport à la nature. Donc nous avons des problèmes d'urgence aujourd'hui qui sont non seulement de justice sociale, parce que nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas, nous savons en temps réel tous les drames de cette humanité qui est souvent immonde, et en même temps nous savons que nous sommes en train de détruire la petite zone critique de la planète infiniment mince par rapport à l'univers dont notre survie dépend. Autrement dit, nous sommes dans une situation de pensée et d'action urgente. Et à cet égard, je pense que la pandémie a ajouté à la prise de conscience. Nous sommes dans un moment très, très particulier et le rôle des artistes et des philosophes en ce moment-ci, c'est de poser les questions pour ne pas retourner à une normalité qui était toxique. Nous savons aujourd'hui qu'elle était toxique, mais inventer une nouvelle normalité, c'est-à-dire inventer un nouveau récit, inventer une nouvelle vision du monde, un nouveau rapport au monde. Donc, cela rejoint ce qui pour moi est fondamental dans ce que j'appelle la mythanalyse. Nous vivons avec des récits qui sont nos interprétations du monde. Ce récit peut être animiste, il peut être déiste, monothéiste ou polythéiste, il peut être capitaliste, il peut être communiste, il peut être anarchiste, il peut être individualiste ou il peut être écologique, ou il peut être anthropocénique
ou comme même a dit un de nos amis italiens, smartophonoscénique, comparant le smartophone et l'anthropocène pour faire ce mot-là, qui est assez Maurizio Ferrati qui a dit ça, je crois, en italien. Donc, nous vivons avec des récits, avec les gens qui écrivent ces récits, les gens qui défendent ces récits, les gens qui les critiquent, avec tous les débats autour de ces récits. Chaque récit est un écosystème fabulatoire, avec ces images, ces métaphores, ces mots qui font image. Et ces récits sont contradictoires, où on tente un œcuménisme pour, par exemple, faire converger le récit de l'écologie avec le récit du capitalisme. C'est une idée qu'on flatte actuellement. Mais il faut aujourd'hui admettre que les postmodernes avaient raison de nous dire que les grands récits de la Révolution française étaient des illusions, parce qu'on a connu la Shoah, on a connu tous les génocides, mais on ne peut pas en rester à cette idée de ne croire à rien. On ne peut pas ne croire à rien. Nous avons besoin de croire. Il est impossible de ne croire à rien. Pas seulement que nous avons besoin, mais je ne sais pas comment on pourrait ne croire à rien. On croit à la magie des mots. On croit aux mots qu'on utilise, même pour dire qu'il ne faut croire à rien. Et le temps de la postmodernité, de cette illusion d'être capable de ne croire à rien et d'être dans un scepticisme total, conduit ou bien au suicide, ou bien à l'apocalypse, ou bien au cynisme. Donc, pour moi, le récit postmoderne est terminé. Et nous avons aujourd'hui à réinventer un récit du futur. Un récit qui, pour moi, est basé sur l'éthique planétaire, sur la condition planétaire, sur la conscience de la nécessité de respecter les droits de l'homme et de respecter la nature. Ce sont deux choses très, très simples, très faciles à comprendre. Mais ce récit ne marche pas encore suffisamment. Mais pour moi, l'artiste, comme le poète, comme l'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit un récit, ou qui développe un récit, ou qui célèbre un récit, qui rappelle un récit. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce nouveau récit. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche de ces 60 artistes que nous avons réunis dans ces 3 numéros de Magma, c'est que chacun d'entre eux est pris dans l'écosystème de son récit local et il partage les récits des autres, il est à l'écoute des récits des autres et ensemble, nous inventons un certain nombre de récits. Il ne s'agit pas d'un récit planétaire, dogmatique, uniformateur. La diversité, c'est fondamental. C'est un des récits fondamentaux de notre humanité. Mais il faut concilier la diversité des récits et les valeurs communes de ces récits. Et pour moi, les droits de l'homme universels, ce sont les valeurs communes de tous ces récits. Le toit de ma maison peut être en béton, peut être en palme, peut être en adobe, peut être en tôle, il peut être écologique, il peut être en plastique, mais chaque homme a besoin d'un toit pour se protéger. Chaque homme a besoin d'eau potable. L'eau potable est très variable selon les lieux. Il y a des eaux potables qui ne sont pas potables, qui sont potables pour l'un, pas pour l'autre. Je me souviens d'une femme qui, au Costa Rica, remplissait le biberon de son bébé qu'elle avait sur les bras dans l'eau du canal pollué sur lequel on circulait en barque. Moi, si j'avais bu cette eau, j'aurais attrapé j'en serais peut-être mort, du typhus, je ne sais pas quoi, mais elle n'avait aucun problème à remplir le biberon de son bébé de cette eau que je n'aurais pas voulu toucher avec les doigts. L'eau potable n'est pas la même, mais il faut qu'il y ait de l'eau potable pour tout le monde. Donc, ces récits sont nécessairement différents, mais ils partagent des valeurs communes, le respect des droits fondamentaux de l'être humain. Si seulement on respectait aujourd'hui la nature et les droits fondamentaux de l'homme, on aurait un récit très simple à comprendre, très efficace,
qui résoudrait la plupart de nos problèmes. Et c'est ça le rôle du philosophe ou de l'artiste, de dire ces choses-là. Et c'est une question de survie. Ce n'est pas une question de... C'est même plus... bien sûr, la pratique artistique et de l'écriture, c'est un art. Cet art est très important pour écrire le récit, pour visualiser le récit. Mais nous avons besoin fondamentalement de reconnaître que nous dépendons des récits que nous inventons, que nous croyons, et c'est de là que vient, c'est là que se légitiment, se fondent, se conçoivent, les gouvernent des groupes sociaux, des nations, aussi bien que des individus. C'est cela qui est le nœud aujourd'hui de notre problématique. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle l'hyperhumanisme, c'est-à-dire cet humanisme qui est lié à la volonté de faire plus d'humanisme avec les hyperliens. Parce que les liens numériques, c'est ce qui crée cette révolution anthropologique de cette conscience augmentée planétaire en temps réel. C'est un moment fondamental. On n'est plus dans la révolution marxiste et la dictature du prolétariat. C'était un autre moment, un autre récit. Le récit d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est celui pour lequel je travaille, sur lequel je me bats. Et c'est celui que nous sommes de plus en plus nombreux à partager. Tous les artistes qui ne sont pas dans le commerce spéculatif, courtisan du capitalisme, sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent à ce récit. Merci beaucoup, Hervé. Merci pour ce beau et fascinant projet que la revue peut offrir à ses lectrices et ses lecteurs. J'espère sincèrement que nous pourrons nous rencontrer et discuter aussi avec les auteurs que tu as invités à participer et collaborer à cette publication. Oui, ce serait très important. C'est tout un travail parce que d'abord, c'est dans beaucoup de langues différentes. Moi, j'ai traduit les langues que je connais suffisamment pour les traduire. J'ai même traduit des textes italiens, alors que je ne suis pas capable de parler avec toi en italien, mais je peux le lire, je peux le comprendre. Mais donc, il y a un problème de langue avec des amis qui sont dans peut-être pas 5000 langues qu'on estime actuellement sur la planète, mais en tout cas, il y a cette difficulté. J'ai un peu d'asthme, alors ma voix quelquefois est un petit peu opprimée, mais je crois quand même que je peux répondre à ta question. Il y a 60 artistes qui méritent autant l'une que l'autre, que tu leur donnes du temps. Donc j'espère que tu vas vivre en pleine forme longtemps pour réaliser ce projet. Mais ce serait incroyable d'avoir effectivement 60 entrevues qu'on pourrait peut-être sous-titrer. Certains d'entre eux parlent anglais quand même, bon. Mais ils méritent tous cet entretien. En tout cas, c'est peut-être un projet excessif, mais je crois que chacun et chacune a fait un effort spécial de conception, d'écriture, même des artistes qui ne sont pas nécessairement des écrivains, que certains que avec lesquels j'ai fait un entretien, parce que ils veulent s'exprimer principalement d'une façon visuelle. Mais il y a là un trésor dont j'espère qu'ensuite il va être un ensemble de références d'un moment historique très particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui, de prise de conscience de notre condition planétaire, de prise de conscience de la nécessité d'une démarche philosophique et éthique pour inventer le nouveau récit. Pour moi, cette publication avec Magma, grâce à toi, est pas seulement un événement dans ma vie d'avoir pu consolider cette notion, cette importance d'un art sociologique qui questionne la société. Mais c'est pas seulement aussi un témoignage d'un moment spécial, c'est une volonté d'action
Et donc, si on peut organiser des entretiens avec la plupart d'entre eux, ce serait effectivement une très belle démarche.